bonjour et bienvenue dans Questions Politiques, l'émission politique du dimanche à la radio sur France Inter, à la télé, sur France Info, en partenariat avec le journal Le Monde. Une semaine après le deuxième tour des législatives, notre invité, réélu député du Nord sous étiquette de la NUP, balance entre deux sentiments. La satisfaction de voir le président de la République privé de majorité absolue, mais aussi la déception de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon. S'achève aujourd'hui une semaine politique qui entrera peut-être dans l'histoire de notre 5e République. Emmanuel Macron aura en quelques jours reçu les responsables des groupes parlementaires, dont notre invité. Le président leur aura demandé à la télévision s'ils sont prêts à travailler ou non avec lui et aura, hier soir, dans une interview accordée à l'AFP, maintenu sa confiance à Elisabeth Borne et proposé une large coalition allant des LR aux communistes, mais prenant bien soin d'en rejeter le RN et LFI, le parti de notre invité, que le président de la République ne considère pas être un parti de gouvernement. Alors, on a très envie d'entendre sur tous ces sujets et sur bien d'autres. Notre invité, il est député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, et jusqu'à 13h et en direct, l'invité de Questions Politiques. Questions Politiques. Thomas Negaroff sur France Inter. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dominicale pour vous poser les questions. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de la bande de Questions Politiques. Aujourd'hui, Gilles Bornstein de France Télévisions. Bonjour Gilles. Bonjour Thomas. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Et Laurence Perron de la rédaction de France Inter. Bonjour Laurence. Bonjour. Je le disais, Adrien Quatennens, Emmanuel Macron hier soir a accordé un entretien à l'AFP. On va y revenir en longueur ensemble. Il y a un passage qui vous concerne en particulier, vous, la France Insoumise, directement. Il a ouvert, le président, la porte à une vaste coalition allant des LR aux communistes et il écrit « Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes, mais par leur expression, leur positionnement, il précise, j'ai toujours été clair sur ce sujet, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. Qu'en pensez-vous ? Pas de son gouvernement, ça c'est clair. Et d'ailleurs, nous lui avons dit, ça n'aurait aucun sens. Enfin, Monsieur Macron a un bilan, il a un projet sur lequel il n'en rabat pas, malgré la défaite cuisante qu'il vient de prendre aux élections législatives. On ne l'a pas entendu bouger ni reculer d'un iota sur la réforme des retraites, ni sur sa volonté d'imposer 15 à 20 heures de travail en contrepartie du RSA. Il prévoit toujours un retour aux 3% de déficit, c'est donc une purge austéritaire alors que nos services publics sont à l'os. Bref, cela n'aurait aucun sens et participerait finalement des combines dont nous ne voulons pas. Donc nous lui avons dit, il n'y a pas d'arrangement possible. Nous avons un mandat, il est clair, celui d'être dans l'opposition. Et en démocratie, ça a du sens, c'est important, il faut chérir ça, l'opposition. Et bien évidemment, nous allons être une opposition comme nous l'avons été ces 5 dernières années, une opposition non pas principielle, mais une opposition à chaque fois que les textes présentés par le gouvernement ne conviendraient pas à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général. Je pense qu'Emmanuel Macron a du mal surtout à lire le moment politique plus exactement, parce que je crois qu'il est assez intelligent et subtil pour comprendre ce qui se passe, mais il raconte une autre histoire que l'histoire réelle. On a vu un président dans son allocution télévisuelle d'il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours, mercredi soir, commencer l'allocution par... sinon une erreur de diagnostic, en tout cas un mensonge. Il commence en nous disant « Le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet clair ». Là se trouve le nœud de l'équation. Non, Monsieur Macron, le 24 avril, n'a pas été élu sur un projet clair. Il ne s'agit pas de contester sa légitimité, que ce soit dit. Ce qui sort des urnes est par définition légitime. C'est quand même ce que vous êtes en train de dire. Et en fait, le sujet qui est posé, c'est... Non, pardon, Madame Fressos, mais c'est pas ce que je dis. Je viens de vous dire, et je vais d'ailleurs vous le répéter. Vous dites son projet n'est pas accepté. Il n'y a pas de majorité pour son projet. Regardez, l'une des preuves de cela... Et le vôtre ? J'y viens. Bien évidemment, nous n'avons pas gagné les législatives. Alors allez-y, répondez. Ça va sans dire. Oui, je réponds. 71% des Français, j'en fais partie, sont satisfaits de la situation que nous avons sous les yeux. On a l'impression que c'est une crise, que c'est indépassable. Une large majorité du pays est content de la situation. Monsieur Macron n'a pas de majorité. Pourquoi ? Il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors on précise, pas de majorité absolue. Absolue à l'Assemblée. Et 71% des Français en sont satisfaits. Il a été élu avec 58,5% des suffrages exprimés à la présidentielle. C'est cette élection-là qui est importante. Alors parlons-en, Madame Fressos. J'étais en train de le faire. Comment interprétez-vous ce résultat ? Si vraiment vous voulez, on peut commencer par l'applaudir pour dire qu'il est élu, il n'y a pas de problème. Mais dites-nous ce que représentent pour vous les 58,5% de suffrages exprimés. C'est clair, et je pense d'ailleurs que vous avez été un bon nombre à le commenter à juste titre. Vous n'êtes pas sans savoir, ça a été même mesuré, qu'un nombre très important de Français, le 24 avril, peut-être en faites-vous partie, ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron, d'abord pour faire barrage
à l'idée de l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Mais ils n'ont pas dit oui à la retraite à 65 ans, oui au projet de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique d'Emmanuel Macron. Par conséquent, le vrai résultat des courses est à lire non pas le 24 avril, compte tenu de ce duel particulier que M. Macron a orchestré pendant 5 ans, et qui d'ailleurs fait le résultat aussi à l'Assemblée nationale des 89 députés d'extrême droite qui vont arriver à l'Assemblée. Moi, je lui ai dit à M. Macron lors de mon entretien, en jouant avec le feu, pour garantir ce duel dont vous croyez sans doute à raison qu'en toute hypothèse vous le gagneriez, vous êtes responsable du fait qu'ils arrivent à 89. Sauf que le Front républicain marchait à la présidentielle et pas aux législatives. Et tout le monde a sa part. Et la responsabilité première à la Macronie. Moi, je me rappelle que M. Macron, dans l'entre-deux tours des présidentielles, a fait applaudir Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il avait été très clair sur la question de pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Je n'ai pas vu, malgré quelques tentatives de porte-parole bien placées de clarifier les choses, la même clarté dans les rangs de la Macronie. Et quand vous regardez d'ailleurs ce qui se passe dans les duels de second tour des législatives entre la Nouvelle Union populaire et le Rassemblement national, ce que font les électeurs d'Emmanuel Macron, vous voyez qu'ils sont assez largement responsables de cette situation. Mais attendez, juste un mot quand même pour être bien précis. Dans les duels entre la NUP et le Rassemblement et Ensemble, c'est pas non plus très clair. Entre Ensemble et le Rassemblement national. En tout cas, Thomas Negaroff, vous dire une chose, c'est que les consignes, par contre, elles sont claires. D'ailleurs, la consigne, il n'y en a qu'une seule. C'est pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Mais dans les rangs de la Macronie, ils n'ont pas été capables de cette consigne à tous les étages. Adrien Quatennens, dans la circonscription de Brigitte Bourguignon, c'est dans votre région, Brigitte Bourguignon, social-démocrate, qui n'est pas chez vous, mais qui est une social-démocrate, secrétaire médicale de formation, il lui a manqué 46 ou 56 voix pour être élu. Votre candidat éliminé a dit effectivement, pas une voix pour le Rassemblement national, mais il a aussi dit dans son communiqué, nous ne soutenons pas Madame Bourguignon. Évidemment. On peut penser que s'il avait dit autre chose, elle aurait trouvé les 46 voix qui lui manquaient, et il y aurait aujourd'hui un député Rassemblement national. Il y aurait aujourd'hui un député Rassemblement national de moins à l'Assemblée. On peut le penser, mais ce qu'il a dit est tout à fait honnête, sérieux. Regardez, ce sont deux projets politiques, le macronisme et le lepénisme, que nous combattons les deux. Mais nous ne confondons pas. Comme le gouvernement. Mais nous ne confondons pas la nature des deux, et donc nous sommes clairs sur le fait de dire pas une voix doit aller à l'extrême droite. Mais bon. Je crois que le plus important, c'est l'analyse de la situation qu'on a sous les yeux. C'est ce que j'allais dire. On va revenir ensemble sur ce qu'il y a d'essentiel, c'est qu'Emmanuel Macron se trompe, ou plus exactement fait exprès de se tromper en disant « vous m'avez élu sur un projet ». Et le vrai résultat des courses, c'est l'atterrissage du 19 juin, et donc le fait qu'il n'a pas de majorité absolue pour appliquer ce programme. Alors on est une semaine plus tard, et j'aimerais quand même qu'on avance et qu'on revienne, non pas sur le diagnostic, ce qui s'est passé par le passé, mais ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Je le disais donc en citant Emmanuel Macron, il appelle à une vaste coalition allant de LR aux communistes. Les communistes, je crois, font partie de la NUP. Comment vous entendez cela de la part du président de la République, et avez-vous la moindre inquiétude sur la situation et le comportement des communistes appelés ainsi par le président de la République à former une coalition? Et les socialistes également, ils sont dedans. Non, mais d'abord, je vais répondre, mais d'abord juste, quand j'entends parler de grande coalition, même d'union nationale, on a entendu parler d'union nationale. L'union nationale, ça fait référence à des périodes historiques où il s'agissait de se coaliser contre le danger qui détruisait. Et puis au moment où la République était en péril, du calme, la République n'est pas en danger. Seul le macronisme l'est. Plus personne n'en parle d'union nationale. Et donc, non mais même de grandes coalitions, quel serait le sens de tout cela? C'est un peu le prototype qui est en Allemagne, qui est dans les pays européens. Donc, Madame Fressos, comment faire une grande coalition avec un président qui réaffirme encore dans l'interview qu'il donne à l'AFP hier qu'il va faire la retraite et sa réforme? Je veux dire, sur un tas de sujets. Sans dire 65 ans. Ouais, mais ok. Mais globalement, vous avez compris, y compris parce que c'est bien écrit, quand il dit qu'il va falloir produire plus de richesses. Enfin, pardon, mais la réalité de ce pays, c'est que les milliardaires ont doublé leur fortune pendant la période Covid, pendant que le quinquennat de M. Macron, c'est 400 000 pauvres de plus. Donc moi, je veux dire, les entendre nous raconter à chaque fois qu'avant de partager les richesses, il faut les produire. Mais la question, franchement, faut les faire reculer sur ce sujet. Un éclatement éventuellement de la NUP. Parce qu'il y a des appels du pied. Je ne le crois pas. Je ne vois pas comment un seul communiste, par exemple, c'est une petite subtilité d'Emmanuel Macron, qui essaye d'enfoncer un coin dans ce qui fonctionne aujourd'hui. Fabien Roussel avait l'air, au départ, avant de rétropédaler, plutôt séduit lors de son premier entretien avec Emmanuel Macron. Je crois qu'il a rétropédalé ensuite, vous l'avez vu. Non, je crois qu'il y a pas de risque. Et puis, au-delà du risque, ça n'aurait vraiment pas de sens. Vous voterez tous toujours pareil. Ce serait illisible. Non, certainement pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que nous venons d'installer cet intergroupe parlementaire. Nous voulons fonctionner ensemble. Nous sommes en nombre la première force d'opposition dans cette assemblée, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais comme nous l'avions dit, il va y avoir différents groupes parlementaires. Donc, il y aura possiblement parfois des nuances.
On s'est accordé sur un programme de 650 mesures. Il y a à peine 5% qui fait encore l'objet de discussions entre nous. Ces discussions, et c'est bien normal, elles vont pouvoir se poursuivre au sein de l'Assemblée. Mais nous allons fonctionner comme un groupe. Et d'ailleurs, il s'est installé et nous allons, dès la semaine prochaine, faire une proposition de loi d'urgence sociale pour revaloriser le SMIC, pour le blocage des prix. Et alors, précisément, il va y avoir quelque chose la semaine prochaine. Jeudi, il y a l'élection du président ou de la présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et là, pour le coup, on n'est pas très clair. Valérie Rabault a dit qu'elle souhaitait la briguer, socialiste, ou pour le moins obtenir une présidente tournante. On sait que vous considérez qu'elle vous revient de droit, et vous avez même le nom de la personne, ce serait Éric Coquerel. Est-ce que ce n'est pas de nature, dans ce contexte où le président de la République essaye aussi d'amener à lui des socialistes et des communistes, de nature à enfoncer un coin dans l'alliance? Non mais moi je crois, de toute façon, je pense que la première personne qui, au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mettrait un seul doigt dans la proposition d'Emmanuel Macron, je pense que ce serait une purge absolue. Voilà, ça n'aurait aucun sens. Et je crois que ça c'est compris. Ça n'aurait pas de sens après ce quinquennat et après l'objectif d'Emmanuel Macron réaffiché que d'aller participer à cette grande coalition ou de venir l'aider dans cette répartition de postes. Non, écoutez, la plupart je crois qu'à peu près tous les partenaires de la nouvelle Union populaire se sont accordés sur l'idée que de fait ce poste de président de la Commission des finances revenait à la nouvelle Union populaire et en son sein, ils l'ont dit d'ailleurs, à la France insoumise. Et donc oui, notre candidat, en toute hypothèse, sera Éric Coquerel. Pas de souci avec Valérie Rabault et les socialistes? Je ne crois pas. Donc il sera président de la Commission des finances. Eh ben, nous l'espérons. Normalement, c'est ce qui va se passer. Si on respecte la tradition. J'ai vu que Madame Borne avait dit que la majorité relative ne participerait pas au vote. C'est normalement la tradition. C'est dans la Commission des finances, en leur sein, que les commissaires aux finances vont élire leur président. Et donc, numériquement, la nouvelle Union populaire, ses différentes composantes, est plus importante. Donc, en toute hypothèse, oui, ce devrait être Éric Coquerel, le président de la Commission des finances. Et quelques jours plus tard, il y aura le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Si elle est encore première ministre, c'est pour le 5 juillet prochain, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous demandez encore et aujourd'hui un vote de confiance? Et Emmanuel Macron lui a accordé sa confiance à lui, mais je pense que c'est pas le même genre de confiance que vous imaginez pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle doit être votre stratégie? Et est-ce que vous imaginez pouvoir renverser ce gouvernement avec le Rassemblement national? Mais écoutez, d'abord une chose. Évidemment que Madame Borne, Première ministre, doit se présenter devant l'Assemblée et se soumettre à un vote de confiance. C'est pas évident, hein, la Constitution ne l'oblige pas. Oui, mais et puis il y a trois précédents, il y a trois précédents premiers ministres qui n'ont pas demandé cette confiance. Je crois que ce serait la première fois que ce n'est pas arrivé depuis 1992, je crois. Ouais. Non, mais c'est une tradition et c'est assez essentiel. Pardon, mais gouverner peut pas être un fait hors sol. Ça peut pas être le fait du prince de gouverner. Il y a une première ministre, Madame Borne. Il y a un président de la République élu au mois d'avril qui, 2 mois plus tard, au mois de juin, prend une veste tout à fait singulière, avec plus de 150 députés de moins, qui, avec tous ses alliés, n'arrive pas à la majorité absolue, alors que tout seul, sur La République En Marche, en 2017, il avait une large majorité. C'est une défaite cuisante. Il ne peut pas y avoir aucune conséquence sur le dispositif gouvernemental. Mais donc alors, vote de confiance? Donc, vote de confiance. Madame Borne doit venir devant l'Assemblée, présenter sa feuille de route et se soumettre à ce vote. Et vous ne l'accordez pas? Et selon ce qu'elle va raconter, et selon le fait de savoir si elle se soumet ou pas à ce vote, eh bien, nous avons en tout cas la possibilité, les dispositions pour présenter ce qu'on appelle une motion de censure qui, de fait, pourrait remplacer ce vote de confiance et faire que les parlementaires se prononcent. Et une motion de censure qui pourrait pousser à un vote commun, en tout cas le même vote que vos adversaires politiques du Rassemblement national. Mais vous savez, c'est une chose que d'un côté s'arranger, combiner avec le Rassemblement national, et ça nous est arrivé parfois dans l'Assemblée de voter ensemble sur des textes sans l'avoir préparé. Si Elisabeth Borne est renversée, il se passe quoi? Pour faire avancer la France, très bien, vous renversez Elisabeth Borne, okay. À quoi ça aboutit? Sauf que, il y aura une autre Elisabeth Borne et on fera pareil. Mais le problème n'est pas tant de faire avancer la France que de savoir dans quel sens elle avance. Pardon, mais aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, majeure, c'est pas le fait que le pays soit a priori ingouvernable, c'est le fait qu'un président défait électoralement et qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée n'en rabat pas sur son programme. Pardon, mais l'entendre toujours droit dans ses bottes alors qu'elles lui ont été retirées dimanche dernier, nous dire qu'il va faire la réforme des retraites, nous dire qu'il va faire les 3% de déficit, ça n'est pas supportable. Attendez. Voilà. Si vous voulez,
Évidemment, là, on est en train de parler de répartition des places à l'Assemblée nationale. On est en train de parler institution. Et d'ailleurs, on devrait en parler parce que je crois que c'est aussi le moment d'une grande réforme institutionnelle. C'est pas pour rien qu'on propose de passer à la 6e République, d'introduire le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum révocatoire, par exemple, quand on voit niveau de l'abstention. On parlera après de votre projet. Mais ce qui est quand même très intéressant dans la période, c'est que vous dites, au fond, on va pas l'aider parce que c'est pas notre projet. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un appel des Français à essayer de régler quelques sujets clés dans les 5 ans qui viennent, très importants, qui sont le réchauffement climatique, qui sont le pouvoir d'achat, et est-ce que vous ne prenez pas une énorme responsabilité à dire, de toute façon, on ne va pas coopérer parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur le fond? D'abord, il y a un diagnostic. Nous pensons qu'il faut un autre gouvernement pour réparer les effets de la politique d'Emmanuel Macron et en mener une autre. Mais si vous l'avez pas, vous allez bloquer. Okay. Moi, j'ai compris ce que vous allez faire. Attendez, parce que là, vous faites juste un enchaînement de questions auxquelles je n'ai pas l'occasion de répondre. Alors moi, je suis ravi de vous écouter, mais quand même. Vous avez raison, allez-y, on vous écoute. Vous parlez de blocage. La situation aujourd'hui est absolument inverse en tout au quinquennat précédent. Et je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas compris que son quinquennat précédent était terminé. Et que l'ère d'un exécutif fort qui repose sur une assemblée où il a une large majorité, qui est une véritable chambre d'enregistrement de ses desiderata, est, en 3 syllabes, terminée. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi, non, pas du tout. Madame Fressoz, pas du tout. Je ne me comporte pas comme si Jean-Luc Mélenchon avait gagné, parce qu'à cette heure, nous serions en train de gouverner le pays. Vous avez remarqué que ça n'était pas le cas, tout de même. Voilà. Bon, alors. Donc, est-ce qu'il faut pas du compromis ? Moi, je retourne la question à Emmanuel Macron. Quand il vient devant les Français en disant « Eh bien maintenant, les groupes politiques à l'Assemblée vont nous dire s'ils sont prêts à coopérer, à participer à une coalition de gouvernement ou à voter texte par texte. » Je lui dis « Monsieur Macron, vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est l'exécutif, c'est vous qui êtes faible. Et c'est le Parlement qui est fort. Et c'est bien. Parce que le Parlement, c'est le cœur battant. Mais le Parlement dans sa diversité. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez juste me laisser terminer un raisonnement? Mais non, mais aujourd'hui, c'est le Parlement qui est fort. Donc, plutôt que Monsieur Macron de nous poser la question de savoir si au cas par cas nous allons voter tel texte, moi je retourne la question à Emmanuel Macron. Dans quelques jours, nous allons présenter, je l'ai dit, une grande loi d'urgence sociale avec la nouvelle Union populaire. Je termine s'il vous plaît, dans laquelle il y aura l'augmentation du SMIC à 1 500 €, le dégel du point d'indice et la revalorisation des fonctionnaires de 10%, aucune pension sous le SMIC pour une carrière complète, la garantie d'autonomie à 1 100 €, le blocage des prix, l'encadrement des loyers. Est-ce que M. Macron, qui nous dit avoir entendu le message sur le pouvoir d'achat, est prêt à faire voter à ses troupes ce texte dans l'intérêt général et pour le pouvoir d'achat? Je voudrais faire un petit point. Parce que vous savez, vous parlez d'obstruction, mais l'opposition a aussi des droits dans un Parlement. Bien sûr. Mais par exemple, dans la majorité aussi. Et bien sûr, je ne les nie pas. D'ailleurs, on en a subi beaucoup les conséquences dans le mandat précédent. Mais je veux vous dire, juste pour terminer, que dans le mandat précédent, systématiquement, sauf sur quelques lois consensuelles, mais sur les grands sujets économiques et sociaux, systématiquement, tout ce qui venait des bancs de l'opposition de la France insoumise, pour le coup, les obstructeurs, ceux qui bloquaient systématiquement, c'était eux. Donc, si vous voulez, le blocage, c'est pas le Parlement aujourd'hui. C'est le programme d'Emmanuel Macron qui n'a pas de base sociale dans le pays. C'est intéressant de parler de ce qui se passe et du jeu institutionnel à l'Assemblée, mais il faut d'abord voir que c'est le refus d'une politique sur le fond. Il serait peut-être temps qu'on se mette à en parler. Il est midi 22. Votre stratégie, en réalité, si on comprend bien, c'est que si elle demande la confiance, vous la lui refusez, que si elle ne demande pas la confiance, il y a une motion de censure, ce qui veut dire qu'en fait, ce que vous cherchez, c'est une dissolution. Tout va dépendre de son contenu. Si demain, madame... Vous croyez qu'elle va vous donner le SMIC à 1 500 € et qu'elle va vous donner... Si elle renonce à la retraite à 65 ans, si elle fait le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix... ça n'arrivera jamais. Donc, si ça n'arrivera jamais, nous prendrons nos dispositions. On verra. Est-ce que derrière, vous souhaitez une dissolution? Est-ce que derrière, finalement, c'est pas vers ça que vous souhaitez entraîner le gouvernement? Mais la dissolution... Avec une assemblée ingouvernable. La dissolution, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Pardon, mais qu'on se comprenne bien. Je veux dire, aujourd'hui, on a une assemblée, 577 députés. Je considère que c'est une plutôt belle assemblée, même si je regrette l'arrivée en nombre de l'extrême droite dans cette assemblée. On a de quoi prendre l'initiative et avoir un exécutif qui presque se comporte en exécutant du Parlement. Je veux dire, on est en situation de gouverner le pays si on le souhaite. Par contre, l'ère qui est terminée, c'est l'ère jupitérienne d'un Emmanuel Macron qui décide de tout et qui fait ses réformes de brutalité sociale, qui fait ses 60 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux milliardaires de ce pays. Et qui a fait la politique du quoi qu'il en coûte et qui a fait le pass sanitaire. Eh bien, regardez, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Parce que là, on parle de fond. Moi, je crois profondément
que l'ère du néolibéralisme qu'incarne Emmanuel Macron est en train de s'achever et que ce mouvement est déjà à court depuis plusieurs années. Vu les dépenses publiques en France, le néolibéralisme... Justement, regardez comme à chaque fois, en situation de crise et dans des événements qui sont inattendus, personne n'avait prévu l'épidémie de Covid a priori, eh bien, Emmanuel Macron est obligé de renoncer à ce qu'il incarne. Moi, j'ai regardé Emmanuel Macron faire comme vous pendant la période Covid. Cet homme a nationalisé la main-d'œuvre. C'est pas très libéral. Donc, si vous voulez, son logiciel à lui, qui est cette politique de l'offre, de réduction des coûts, de baisse des impôts sans contrepartie. De tentative de réindustrialisation, peut-être. Ça marche vachement bien. Regardez un peu ce qui se passe, la désindustrialisation du pays, même en termes d'emploi, mais il se gauze sur les chiffres du chômage. Moi, je veux bien, j'applaudirai toujours un gouvernement qui réussit véritablement à faire baisser le chômage. Mais là, à quel prix ? Au prix d'emplois hyper subventionnés, comme l'apprentissage, dont vous savez que beaucoup de contrats sont rompus en cours de route, de radiation comme jamais à Pôle emploi. Non, ça ne marche pas. Mais si vous voulez, ce logiciel ne fonctionne plus. Et le pire de tout ça, c'est qu'il prend appui sur l'extrême droite pour pouvoir se maintenir en place, alors qu'il y a besoin l'augmentation du SMIC et des salaires. Vous avez le sentiment que c'est de nature à réindustrialiser la France ? Absolument. Vous voulez que je vous explique pourquoi, Gilles Bornstein ? Allez-y. Ah bah oui. Très simplement pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une inflation, là déjà à court terme, qui est en train de ronger les salaires. Et ça va continuer, on nous le dit. Et vous avez un partage de la richesse et de la valeur dans l'entreprise qui est absolument détestable. Il faut revaloriser les salaires. Et la plupart des emplois au SMIC ne sont pas des emplois délocalisables, quoi qu'on en dise. Et donc c'est un projet, oui, qui n'est pas celui de la politique de l'offre, mais de gouverner par les besoins et d'assumer, de relancer la demande et la consommation populaire. Avec une augmentation du coût du travail et une perte de compétitivité et ce qui s'est passé dans les années 1980, c'est-à-dire une désindustrialisation massive que l'Allemagne n'a pas connue. Je vous trouve ce midi plus macroniste que jamais dans nos entretiens. D'avoir des débats de fond sur l'économie. Eh bien, ayons-les. Regardez par exemple sur le SMIC. Évidemment que cela va coûter davantage aux petites entreprises, petites PME, artisans, commerçants, que cela ne va coûter à des grands groupes comme Total, peut-être qu'on va en parler après, qui vient de réaliser au premier trimestre 2022 5 milliards de bénéfices. C'est historique, pendant que les Français payent 2 € à la pompe, c'est pas pareil. Raison pour laquelle, Madame Françoise Fressos, comme vous avez bien lu le programme, j'en suis sûr, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, vous avez vu que nous prévoyons d'instaurer une caisse de péréquation pour que les plus grosses entreprises soient solidaires des petites pour assurer ces augmentations. Si vous voulez, il n'est plus possible, et même vous devriez faire attention à ce que vous dites sur les plateaux de télé. Il n'est plus possible de dire aux Français qui nous écoutent, qui sont pris à la gorge, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, ou parfois faire le plein d'essence ou devoir se nourrir est un choix, et qui voient dans le même temps que 236 milliards ont été accumulés dans les poches des milliardaires. Si vous voulez dire aux gens, ça va coûter trop cher, etc. Non, ce qui nous coûte trop cher dans ce pays, c'est les profiteurs de crise, et c'est ceux que Macron a gavés pendant 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, en France, on est combien là ? Autour de la table, on est 5, ça tombe bien, 5 milliardaires, autant que nous ici réunis, possèdent autant que 27 millions de Français. Bon courage à ceux qui veulent nous dire qu'augmenter le SMIC, que faire des mesures de relance de la consommation populaire et de soulager les gens par le blocage des prix serait malvenu. Bon, et alors on fait un impôt, du coup, il y a la caisse de péréquation d'un côté, et de l'autre côté, est-ce qu'on fait payer les grandes fortunes en leur demandant de contribuer au nom de la crise Covid, au nom de l'inflation, au nom de... D'abord, le blocage des prix, c'est bien de cela dont il s'agit. Il y a un désaccord fondamental sur la question du pouvoir d'achat avec Emmanuel Macron. Que fait-il ? Il fait des petits chèques, toujours très aléatoires et insuffisants, et donc c'est le trésor public qui vient garantir la rente privée. Pardon, mais quand vous voyez, je l'ai dit, 2 € à la pompe, parfois plus de 100 € pour faire un plein, et Total qui réalise... Je sais que c'est assez banal d'entendre des responsables de gauche dire les profits, les bénéfices, et vous entendez ça depuis 15 ans. Mais là, c'est Total qui réalise en pleine crise le bénéfice record jamais atteint de toute l'histoire de l'industrie, dans ce moment précis. Donc, à un moment donné, c'est de dire non, la charge doit reposer sur celles et ceux qui profitent le plus. Mais est-ce qu'il peut y avoir un compromis, par exemple, un compromis où vous proposez... Là-dessus, Adrien Quatennens, vous êtes... Évidemment, votre groupe est minoritaire, même l'intergroupe est minoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous arriveriez à trouver des gens pour voter avec vous, par exemple, sur le blocage des prix ? Et si oui, qui ? Écoutez, il s'agit de convaincre. Enfin, on fait ça à la Réunion dans les Outre-mer. Le préfet a pouvoir d'administrer, de réguler 153 prix. Et il y a des conseils citoyens dans lesquels on détermine... 289 députés pour le faire ? Mais écoutez, sinon on ferme la maison, bien évidemment. Je crois, Thomas Negaroff, que c'est encore plus facile aujourd'hui et qu'on va assister, et je crois que c'est très positif, à une reparlementarisation de la vie
politique. C'est-à-dire que là où les débats de l'Assemblée nationale étaient quasiment pipés d'avance dans le quinquennat précédent, je veux dire, avant que les débats démarriez, vous pouviez dire, on sait très bien quel va être le résultat des courses. Vous ne le pouvez plus exactement aujourd'hui. Peut-être que plus que jamais encore, la mobilisation des arguments des uns et des autres, la confrontation, l'échange d'idées, va produire des surprises. Mais peut-être l'écoute des deux côtés. Autrement dit, si vous avez par exemple une proposition pour taxer ce que vous appelez les profiteurs de guerre et que ça puisse être entendu dans une certaine façon, est-ce que vous votez pour ? Est-ce que vous dites ok, c'est un compromis qu'on peut valider ou pas ? Mais soyons très clairs, Madame Fressos, parce que là, si c'est pas clair, c'est que je me suis mal expliqué. Ça n'est pas parce que Emmanuel Macron le dit que c'est mal. D'accord ? Ça veut dire que s'il souhaite reprendre à son compte des propositions de la nouvelle Union populaire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le sort des gens. Mais bien sûr qu'on voterait, à la condition que, dans les mêmes textes de loi, ne soient pas fait avaler d'autres couleuvres. Je connais le spécialiste, on l'a vu pendant 5 ans, qui vous fait quelques avancées dans un texte pour vous dire après avec Monsieur Véran qui crie à la tribune, vous n'avez pas voté. Bah non, on n'a pas voté parce que vous nous donnez ça, mais à côté, vous nous faites avaler des choses qui sont inacceptables. Tout dépend de ce qu'il propose. Et plus que jamais, et je me sens encore plus légitime aujourd'hui avec mes camarades pour le faire, je vous l'ai dit, je retourne la question. Eux, sont-ils prêts à discuter, débattre et, le cas échéant, à voter des textes que nous proposerions, parce que nous allons, je le crois, en proposer beaucoup. France Inter. Question politique. Alors, il y a une proposition dont on parle beaucoup depuis quelques jours. C'est pas vous qui l'avez déposée, c'est Aurore Bergé qui a pris la tête d'Ensemble à l'Assemblée nationale, le groupe majoritaire du président de la République, majoritaire de manière relative, ça on a bien compris en vous écoutant. C'est après la décision de la Cour suprême de revenir sur le droit à l'avortement à l'échelle fédérale aux États-Unis, l'idée d'inscrire dans la Constitution française le droit à l'avortement. On écoute Aurore Bergé et ensuite vous nous dites si sur ce sujet-là vous pouvez travailler avec les macronistes que vous portez dans votre cœur. Il est plus que jamais nécessaire que de sanctuariser dans la Constitution ce droit qui est pour nous un droit fondamental. Là, je crois que c'est pas un compromis, c'est une nécessité. C'est une nécessité qu'à un moment, chaque député, en son âme et conscience, et puis ensuite chaque sénateur, puisse se positionner sur un sujet qui est essentiel. Alors, sur ce sujet-là... Vous avez les images des Aurore Bergé et Yael Braun-Pivet de 2018-2019 ? Racontez-nous, expliquez-nous. Non, bon, d'abord la première chose, parce que là on en... Je m'en doutais un peu qu'on en parlerait. La première chose d'abord, c'est de dire que nous sommes saisis d'effroi par cette décision de la Cour suprême des États-Unis, qui d'ailleurs, en l'espace d'une journée, aura pris 2 décisions quand même assez historiques. La première, c'est de sacraliser le droit au port des armes en dehors du domicile. Et puis après, plus tard dans la journée, on apprend que c'est la remise en cause du droit à l'avortement qui va aboutir au fait que la moitié des États, a priori, vont interdire l'avortement. Donc c'est un retour de quasiment un demi-siècle en arrière. Et nous avons d'abord une pensée pour toutes les femmes américaines qui se battent contre cette disposition absolument réactionnaire. Et cela rappelle ce que nous disons depuis un certain temps, raison pour laquelle nous avions mis le droit à l'avortement dans la Constitution, dans notre programme depuis longtemps, c'est que nous ne sommes pas à l'abri, en effet, selon les alternances politiques et les pouvoirs qui pourraient venir en place, que ces droits fondamentaux et de notre point de vue indiscutables, le droit à disposer de soi et de son corps, soient remis en cause. Et donc oui, en effet, c'est Mathilde Panot, qui est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, membre de la Nouvelle Union populaire, a fait la proposition, vendredi je crois, de redéposer une proposition de loi que nous avions déposée en 2018-2019 et qui, à l'époque, avait été refusée par la Macronie. Et donc, on a vu dès le lendemain Aurore Bergé dire non, nous allons faire la proposition. Et donc, petite bataille, comme on y est parfois habitué avec eux, sur le thème, c'est nous qui l'avons proposé d'abord. Nous, on fait une proposition simple. Mathilde Panot a pris cette initiative pour le groupe. On propose de déposer une proposition de loi, pour le coup, commune, à tous les groupes de l'Assemblée qui souhaiteraient y travailler, parce que évidemment que sur ce sujet, je veux dire, il faut absolument faire front, et ce qui doit dicter d'abord et avant tout notre action, c'est le fait de protéger ce droit. Est-ce que vous pensez que ce droit est à ce point menaçable en France ? Est-ce que vous pensez, parce que je n'ai pas entendu de force politique aujourd'hui vouloir revenir sur l'avortement, y compris à l'extrême droite, est-ce que vous pensez que une alternance, vous l'avez dit, pourrait menacer le droit à l'avortement demain au point de devoir l'inscrire dans la Constitution ? Écoutez, je crois qu'il faut toujours être prudent. D'abord, je n'ai pas entendu encore que la clarté complète soit faite du côté du Rassemblement national s'agissant de la position par rapport à ce texte que nous déposerions, d'une part. Ils sont plutôt, effectivement, frileux. Voilà, donc première chose. Mais pas sur le droit à l'avortement. Et la deuxième chose, la campagne présidentielle a quand même laissé quelques surprises spectaculaires du point de vue des discours qui pouvaient être portés. Vous pensez à qui ? Par exemple, à Éric Zemmour. Je pense que certains de ces discours peuvent laisser entendre qu'il
qu'il y a des risques, en tout cas qu'il faut être prudent. Et donc, inscrire ce droit dans la Constitution, c'est en effet le mettre possiblement à l'abri d'être victime d'alternance politique qu'on pourrait ne pas souhaiter. Les États-Unis, c'est quand même le contre-exemple parfait, puisque c'est la Cour suprême qui remet en cause ce droit. Oui. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs, qu'il faut une vigilance contre l'avis d'une majorité de la population américaine, c'est peut-être intéressant de le dire. Et je précise juste, Françoise, parce que ce droit n'était pas dans la Constitution. Oui, mais est-ce qu'il faut une vigilance aussi sur le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire éviter absolument la politisation du Conseil constitutionnel? Est-ce que ça, c'est une garantie fondamentale sur la liberté française? Oui. Et de toute façon, et je le crois, et j'en profite pour vous le dire, je pense que la situation politique qu'on a sous les yeux aussi, elle appelle, je le pense, à un grand temps de refondation démocratique à travers une assemblée constituante. C'est apparu souvent comme un gros mot, mais puisque là, on est dans un moment où tout le monde commande ce qui prétendument serait un blocage institutionnel. Je pense que c'est le moment de le dire. Cette constitution, elle a vécu, elle est très largement obsolète, le peuple français a changé, et on voit, y compris les blocs politiques en présence, dans des institutions, là vous avez 3 blocs politiques qui s'affrontent, dans des institutions qui ont été calibrées et qui ont prévu la confrontation entre 2 blocs. Il est temps de refonder tout ça, d'avoir de nouvelles règles, je l'ai dit, par le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, de permettre au peuple français de se retrouver, de faire creuser dans une assemblée dédiée à ça, qui réécrirait un projet de constitution. Et ensuite on repartirait sur de bonnes bases. C'était dans le président de la République de créer une sorte de commission partisane. Oui, pour c'est-à-dire réfléchir. une sorte de convention citoyenne pour le climat dédiée aux institutions. Non, c'était plutôt d'associer les groupes parlementaires à une réforme des institutions. Oui, le Conseil national de la vous êtes prêt à y aller? Oui. Mais on est toujours prêt à discuter. Mais trop souvent, Monsieur Macron, dans le quinquennat qui s'est achevé, nous a envoyé dans toutes sortes de conseils où au final on a beaucoup parlé pour être très peu entendu, on a vu le résultat. Et pour le coup, la Convention citoyenne pour le climat a été un des exemples les plus imposants, où Monsieur Macron est arrivé dans les jardins de l'Élysée, a dit « je vais reprendre toutes vos propositions sauf 3 jokers ». À la fin, il reprend les moins structurantes et quasiment tout le projet est écrasé. Et d'ailleurs, en parlant de la Constitution, il devait y avoir l'inscription de la protection de l'environnement et du climat dans la Constitution. Pour l'instant, c'est lettre morte. Eh ben, on attend toujours que ce soit fait et comptez sur nous pour le pousser encore. Mais à la fois, vous dites que les résultats des élections, finalement, on revient à la Constitution, c'est-à-dire à un régime parlementaire où le Parlement va pouvoir jouer son rôle. Donc vous avez l'air content, vous avez l'air de dire, enfin, ce régime va fonctionner normalement et les choses se feront au Parlement et c'est pas un homme qui décidera tout seul. Et dans le même temps, vous dites, il faut changer de Constitution. Donc soit la situation actuelle est bonne, soit elle est mauvaise, mais elle peut pas être les deux à la fois. Bon, elle est bonne dans le sens où elle est bien meilleure que la précédente, ça c'est clair. C'est-à-dire que l'idée d'un Parlement qui répond au doigt et à l'œil aux volontés du président de la République quasiment sans débat et d'un pouvoir qui décide de tout dans des conseils de défense tenus au secret, etc. Ça c'est fini et c'est très positif. C'est ça que nous appelons la reparlementarisation de la vie politique. Pour le reste, effectivement, nous avons encore besoin d'un certain nombre de bougées et ce pays a besoin de respiration institutionnelle. Et je crois que ce serait extrêmement important de pouvoir associer le peuple à cette grande refondation, de définir par exemple un droit de veto sur un droit par exemple à soumettre des référendums par le référendum d'initiative citoyenne. Je pense que c'est tout cela qu'il nous faut désormais. On a besoin de ce grand temps de refondation institutionnelle. Ça ne peut pas durer comme ça, même si incontestablement l'Assemblée est plus équilibrée qu'elle ne l'était précédemment. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Effectivement, inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement semble faire consensus au sein des groupes. À l'exception, je pense que sur les LR, il risque d'y avoir un risque de fracturation, mais en tout cas, voilà, ça fait elle pourrait être votée. On sait que ce type de révision constitutionnelle, en général, n'aboutit pas et que ça prend un temps infini. C'est-à-dire que il va falloir que le texte soit voté de la même manière dans les 2 assemblées. Il va falloir que le président de la République décide ou d'un référendum, ce qui est risqué, ou d'un congrès, ou d'un congrès pour le faire passer. Est-ce que vous pensez que dans ce moment que vous avez souligné tout à l'heure d'urgence sociale, les gens dans un moment où l'avortement n'est pas menacé en France, c'est aux États-Unis. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser, je me fais l'avocat du diable, autant d'énergie sur cette question, alors que la priorité, c'est l'urgence sociale. Et de temps parlementaire. Et de temps parlementaire, bien sûr. Ça ne nous empêchera pas de faire le reste, vous avez raison. La priorité, l'urgence absolue et l'urgence sociale. Et ça, pour moi, c'est très clair. Il faut soulager les gens et les soulager vite. On a parlé un peu du pouvoir d'achat, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler aussi. Je pense aussi au passage à la situation de l'hôpital. Il y a des mobilisations qui commencent la semaine prochaine, notamment au CHU de Bordeaux. Vous avez 120 services d'urgence qui sont fermés ou menacés de l'être. Bref, tout ça est une situation, il faut recruter, il faut faire revenir les soignants qui sont partis, 180 000, à travers un grand plan d'attractivité, de recrutement et de revalorisation des salaires.
Et bien évidemment, c'est ça la priorité, c'est l'urgence sociale. Mais je crois que tout le monde est saisi d'effroi par ce qui se passe aux États-Unis, que personne n'avait vu ça venir et que nous devons prendre des dispositions. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais le simple fait qu'il y ait l'affichage politique de cette volonté désormais partagée, je m'en félicite parce que je l'ai dit, nous avions essuyé des arguments contraires en 2019. Vous aviez proposé ça en 2018. Oui. Nous avions fait cette proposition de loi déjà en 2019, je crois, parce qu'elle était dans le programme que nous défendions et le programme de Jean-Luc Mélenchon déjà en 2017. Donc je crois que c'est positif si nous arrivons maintenant à convaincre d'autres groupes à la lumière de la situation aux États-Unis qu'il faut protéger ce droit dans la Constitution, car l'avenir ne nous dit pas s'il pourrait être ou non menacé. Est-ce que vous pensez, c'est un sujet qui vous tient à cœur, et je crois que vous en avez parlé avec le président de la République, pouvoir convaincre une majorité de parlementaires de voter la retraite à 60 ans? Ou vous en avez fait le deuil après dimanche soir dernier? En tout cas, je suis absolument convaincu de la solidité de nos arguments et de notre financement, et de la faiblesse des arguments qui nous sont opposés par ceux qui défendent l'idée qu'il faudrait travailler plus longtemps. Pour une raison simple, c'est que d'abord, dans ce pays, il y a eu des bons de productivité, et la richesse produite s'est accrue. Vous avez un travailleur français de 2022 produit à lui seul 3 fois ce que produisait un salarié d'il y a 50 ans. Donc, on peut financer plus de retraites avec moins de travail humain, à la condition d'admettre ce qu'il convient de faire, c'est de partager la richesse produite, tout simplement. Et vous savez, dans ce pays, on a toujours fait ça. Je l'ai dit aussi au président de la République, il le sait très bien. À mesure que la part des seniors dans la population progressait, on faisait progresser en même proportion la part des richesses consacrées à nos retraites. Son projet à lui, même s'il le nie, c'est un projet d'abord et avant tout budgétaire qui vise à ne pas consacrer plus de richesses à nos retraites, alors qu'on va avoir une population de plus en plus vieillissante. Et donc, il veut faire reposer la charge sur les Français en leur disant « vous allez travailler plus longtemps ». Mais c'est injuste. Parce que à 62 ans, vous avez un quart des plus pauvres qui sont déjà morts. Vous avez une espérance de vie en bonne santé qui, dans ce pays, stagne depuis plusieurs années. Elle progresse. En bonne santé, elle stagne depuis plusieurs années. Je vous le dis. On pourra vérifier. Ouais. Et vous avez surtout, au sein d'une même génération, des écarts d'espérance de vie qui sont considérables. C'est 6 années, je crois, entre un cadre et un ouvrier, 13 années entre les plus pauvres et les plus riches. Est-ce que vous pensez que ces arguments permettront d'obtenir une majorité au Parlement? Eh bien, écoutez, je l'espère. Nous allons tâcher de convaincre. Qui sont vos alliés possibles là-dessus? On va voir qu'ils se prononcent, je sais pas. Vous savez pas? On va voir. En tout cas, nous allons faire la proposition et nous n'allons pas faire le tri entre ceux qui pourraient la voter. C'est intéressant ça, faire le tri, parce qu'il y a eu un grand débat la semaine dernière avec quelques proches d'Emmanuel Macron, des députés qui ont dit on pourrait travailler avec le ERN, ça a fait un scandale absolu. Thomas Negaroff, ça n'est pas la même. Non mais là, faut être précis, y compris vous quand vous posez vos questions. Ça n'est pas la même chose quand vous dites travailler avec le RN. Non, ça laisse voter des textes avec eux. Non mais ça laisse de deux choses l'une. Que des députés du Rassemblement national votent des propositions que nous ferions sans que nous nous soyons retrouvés dans une cave obscure pour faire un quelconque arrangement. Ça ne pose pas problème. C'est pas la même chose que de venir combiner avec eux pour obtenir tel ou tel vote. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a cette liberté de vote et que il faut essayer de construire des majorités sur des propositions alternatives, et j'espère qu'on puisse convaincre, tout simplement. Donc, y compris aller convaitre des élus du Rassemblement national. Convaincre Pierre, Paul ou Jacques, quelle que soit leur étiquette. D'accord. Et ça n'est pas la même chose, je le dis et je le précise, que de combiner ou de travailler avec eux, comme par exemple M. Dupond-Moretti l'a laissé entendre pour le nom d'Emmanuel Macron. L'un des sujets clés que pose cette élection, c'est à la fois le niveau record de l'abstention et la progression du Rassemblement national. Est-ce que ça vous interpelle pas toutes les formations politiques actuelles? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on n'arrive pas à répondre à la demande et qu'il y ait une progression continue du Rassemblement national? Il se passe plusieurs choses. D'abord, c'est clair que l'abstention, elle est toujours très spectaculaire. Un Français sur 2 s'est pas déplacé. Les jeunes. 7 jeunes sur 10 se sont pas déplacés. Ça reste le principal défi. Et c'est l'électorat que vous visiez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à lui parler? Alors, on n'y arrive pas mollo parce qu'il y a plein d'endroits où on fait reculer l'abstention. On le fait reculer. Toujours de manière, j'en conviens, trop embryonnaire, eu égard aux efforts que nous faisons, à l'énergie que nous y déployons, c'est clair. Mais parce qu'on part de très loin. Voilà, et moi je peux vous le dire, en 5 ans de mandat précédent, je n'ai jamais cessé, par exemple, de continuer régulièrement à faire du porte-à-porte parce que c'est le meilleur thermomètre. Les gens sont parfois surpris de voir le député venir jusqu'à leur porte, mais on a besoin de ça. Et les gens nous disent des choses assez convenues finalement. Ils nous disent, mais
on nous a fait plein de belles promesses par le passé auxquelles on a cru, on s'est fait trahir. Vous avez des gens qui pensent que la politique n'a plus de prise sur leur vie quotidienne, que finalement tout ce petit monde gravite dans un cercle clos et que leur décision n'aura plus d'impact sur leur réalité. Et donc c'est un travail de fourmi que d'aller convaincre parfois porte après porte les gens en leur disant mais si, avec un bulletin de vote, si on s'y met tous, vous pouvez obtenir des choses aussi fondamentales que l'augmentation de vos revenus, la revalorisation de vos retraites, qu'on fasse enfin la planification écologique et tout le reste. Donc c'est un travail considérable. Pour ce qui est du Rassemblement national, là aussi, même si sa progression est d'autant plus spectaculaire que M. Macron a fait beaucoup d'efforts pour les faire monter, je le dis et je l'assume, ça s'est vu. Je veux dire, dans le quinquennat précédent, M. Darmanin sur un plateau du service public qui vient discuter avec Mme Le Pen pour lui expliquer que sur certains sujets, elle est trop molle. Les clins d'œil que M. Macron a fait à certains auteurs d'extrême droite sur un coin de table dans certains magazines, etc., etc. Je veux dire... Il vous en a fait aussi. Hein. Non, mais il a clairement organisé ça. Parce que je vous le dis, comme ils doivent être assez conscients que leurs bases sont assez faibles. C'est la faute des autres, donc. Mais... Non, c'est Alors François Ruffin a donné une interview. Non mais Gilles Bernstein, c'est une responsabilité qui est peut-être partagée, sauf que jusqu'à preuve du contraire, vous conviendrez du fait que nous n'avons jamais gouverné ce pays. Et que donc nous ne pouvons pas être taxés d'avoir trahi nos électeurs. Et je crois d'ailleurs qu'ils en conviennent assez largement. Mais oui, c'est un défi. Et spécialement, je le dis, sur la question sociale. Moi, nous passons notre temps à faire ça. Parce que plus qu'une lecture... y compris géographique, vous savez, entre secteurs urbains ou secteurs ruraux. Quand moi je regarde quand je regarde les résultats, par exemple pour ne citer que celui-là, en Occitanie, vous avez 58 circonscriptions en Occitanie. Vous avez 16 victoires du RN, c'est dans 12 majoritairement urbaines et 2 rurales. Par contre, vous avez 14 victoires de la NUP, c'est dans 8 urbaines et 6 rurales. Il y a un vote rural, Nouvelle Union Populaire, France Insoumise. C'est moins une question de géographie qu'une question de revenus et de conditions sociales. Vous contestez donc un petit peu l'analyse que fait François Ruffin dans Le Monde. Attention. Non, mais attendez, on a le droit de débat. Mais bien sûr. Eh bien, évidemment, voilà. Françoise Fressoz a raison pour une fois aujourd'hui. Elle nous dit on a le droit d'avoir des débats. Et voilà. Oui, nous avons des discussions. Nous avons sur la stratégie. Oui, il y a une de la France Insoumise. Peut-être pas sur la stratégie, mais en tout cas peut-être sur une partie de l'analyse. Mais il faut qu'on l'approfondisse. Adrien Quatennens, juste pour préciser, parce que les gens n'ont pas lu tous l'interview du Monde de François Ruffin, il expliquait qu'attention, nous sommes peut-être en train de devenir le parti des métropoles. N'abandonnons pas, il n'a pas dit France périphérique parce que c'est un peu connoté, mais les zones périurbaines et les zones rurales à la droite et à l'extrême droite. Disons les choses. Et avec aussi des problèmes de structuration de revenus, c'est-à-dire que l'électorat populaire, il est quand même chez Marine Le Pen. Oui, non mais alors là-dessus j'y viens. Non mais d'abord, bon, François en plus parle d'un terrain qu'il a particulièrement bétonné. Et qui est un terrain où clairement le Rassemblement national fait des cartons, faut le dire. C'est la somme, c'est chez lui. Et c'est mais au contraire, c'est assez spectaculaire qu'il ait réussi comme il l'a fait à se faire réélire alors qu'il disait lui-même que sur le papier c'était pas gagné. Donc dont acte et bravo pour cela. Et évidemment qu'il y a une réalité sur la percée du Rassemblement national dans certains secteurs. Je pense même plus au nord, plus près de chez moi, le bassin minier, le Pas-de-Calais, où c'est absolument terrible. Mais pardon, ce que je veux dire, c'est que ce discours-là n'est pas généralisable à l'ensemble du pays, car quand vous vérifiez dans les faits les zones rurales et les zones urbaines, vous trouvez également des votes RN dans des secteurs très urbains et un vote très étalé pour la Nouvelle Union Populaire dans les secteurs ruraux. Je crois que c'est plutôt une question de conditions sociales et de niveau de revenus. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que ce combat-là, nous l'avons commencé et nous allons continuer. Je m'adresse une nouvelle fois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit on peut pas espérer gagner dans ce pays sans avoir l'électorat populaire. C'est ça a son raisonnement. Ça tombe bien, c'est tout ce que nous faisons depuis de longs mois. Par exemple, en ayant choisi de faire campagne d'abord dans les secteurs les plus populaires et les plus abstentionnistes, alors que vous n'êtes pas sans savoir que certains à gauche avaient théorisé que quand on est candidat aux élections, il faut aller voir les gens qui votent. Il faut peut-être s'intéresser davantage à la valeur travail. Mais peut-être il y a aussi un problème sur la sécurité qui est peut-être pas mis en exergue par. Est-ce que par exemple la phrase de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, ne vous a pas écarté une partie de cet électorat qui se sent insécurisé? C'est passionnant et je vais vous répondre. Je voudrais juste terminer sur le Rassemblement national en vous disant, et peut-être encore, même s'il n'y a pas d'enjeux électoraux immédiats, en m'adressant à celles et ceux qui sont dans une situation difficile, qui ont des problèmes de revenus, qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui galèrent tous les mois et qui peut-être par cette colère à laquelle ils estiment que les politiques ne répondent pas, font le choix du Rassemblement national. Je leur dis solennellement,
qu'il se trompe à la lecture du programme de Madame Le Pen. Madame Le Pen ne propose pas l'augmentation du SMIC. Madame Le Pen ne propose pas le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Madame Le Pen ne propose pas le blocage des prix pour faire payer le poids sur les profiteurs de crise. Voyez par exemple, truc tout bête, mais sur la question du poste qui est à la tête de la commission des finances, la question qui s'est posée tout à l'heure. Observez comme par exemple Monsieur Woerth a dit clairement préférer le Rassemblement national à mon camarade Éric Coquerel à cette commission. Oui, et vous savez parce qu'elle octroie des pouvoirs, en effet. Parce qu'il a craint, en fait, que LFI en profite pour faire du contrôle fiscal, lancer des grandes attaques médiatiques. Ce qui n'est pas du tout le rôle, ce n'est pas exactement le rôle de la commission des finances. Ce qui n'est pas exactement le rôle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un préjugé contre vous, contre lequel vous avez intérêt à lutter, en tout cas, voilà. Nous avons tout à fait l'intention de faire correctement notre travail à la tête de cette commission, mais en effet, elle permet aussi de faire ce que vous dites. Et quand je vois, par exemple, que reviennent sans cesse des débats sur la prétendue fraude sociale qui ne pèse à peu près rien, une enquête vient de paraître à ce sujet, mais que par contre on a octroyé au total 140 milliards pour plus de 2000 aides sans aucune contrepartie aux grandes entreprises de ce pays qui, en pleine crise, accroissent leurs profits par la spéculation sur le dos des Français. Avec un contrôle fiscal qui rapporte plus que jamais. Donc comment ? Avec un contrôle fiscal sur les fraudeurs qui a rapporté, je crois, c'est bien. Eh ben, il faut continuer parce qu'on a encore trop. Et par exemple, Monsieur Macron lui-même a retiré de la liste des paradis fiscaux européens certains paradis fiscaux. Donc il y a des sujets sur lesquels sur en effet... Sur la question de il n'a pas répondu à ma question. Laquelle, sur la question de est-ce que vous ne pensez pas que cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, vous a enlevé une partie de cet électorat qui se sent insécurisé et qui vote Front National, Rassemblement National, pardon. Écoutez, pour ces raisons. Je crois que là aussi, et je l'espère, la plupart des policiers républicains qui nous écoutent, je mets de côté certains syndicats qui, c'est leur droit, font de la politique, mais de manière parfois assez dure à notre rencontre. C'est une bataille d'idées là-dessus. Non, je crois sérieusement que du point de vue des propositions, de ce qu'il convient de faire pour la police républicaine de ce pays, en termes de moyens, de recrutement supplémentaire, de doctrine aussi, avec un retour à la police de proximité, la dissolution des BAC. Je crois que tout cela est de nature à remettre en bon ordre la police de ce pays pour ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire garantir la sûreté publique. Alors oui, quand nous disons que la police tue, quand Jean-Luc Mélenchon fait ce tweet, il ne dit pas que tous les policiers tuent. Par contre, il dit une chose, c'est que quand cela arrive, nous devons nous en inquiéter et qu'il y a un vrai sujet. Pardon de vous dire, mais 4 morts pour refus d'obtempérer en 4 mois, c'est un sujet dont il faut discuter, débattre, et qui est bien la preuve qu'il y a un problème. Ça ni ne généralise les erreurs à tous les policiers, ni ne vient dire qu'il faut en effet leur octroyer des moyens supplémentaires et changer de doctrine, c'est ce que nous faisons, mais c'est un sujet dont il faut parler. Pareil, les événements... Pourquoi ne pas dire des policiers tuent ? On pourrait, oui. Mais ça change un peu. Oui. Non, mais regardez, tout à l'heure, j'ai fait cette blague qui d'ailleurs est pas de moi, mais pareil, quoi. Des fois, vous écrivez, c'est autre chose, mais quand vous écrivez la grippe tue, ça veut pas dire que dès que vous attrapez la grippe, ça tue. Par contre, quand ça tue, vous devez vous en inquiéter parce que c'est un signe de gravité spectaculaire. Bon, c'est pareil. Je crois que, pardon, mais si vous connaissez un autre verbe, non, mais vous êtes très précis dans votre langage à la France Insoumise. Donc, Gilles Bernstein, soyons très précis. Je vous pose donc une question. La police tue, c'est pas pareil. Ok, bon. En attendant, dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Pardon, mais dans les faits, des policiers tuent. Dites-moi bien, en effet, quel autre verbe vous voulez avoir quand vous avez une femme de 21 ans. C'est pas le verbe qu'on constate. Mais par ailleurs, ce que ça dit, c'est que oui, il y a un problème dans la police et il y a un problème qu'il faut solder par une refonte de la doctrine, des moyens supplémentaires. Et j'invite les policiers qui nous entendraient, y compris parce que nous sommes spécialement inquiets du nombre de suicides dans la police, ça c'est aussi une réalité sur laquelle nous avons travaillé. Hier. Exactement, et donc c'est terrible. J'invite les policiers, plutôt que d'être dans d'éventuelles postures sous l'égide de certains syndicats, comme Alliance Police, je les invite à regarder le programme de la France Insoumise et de la Nouvelle Union Populaire sur les questions de la police et à nous juger sur pièce sur ce que nous proposons pour la police. Alors, l'émission s'appelle Question politique, donc question très politique. Jean-Luc Mélenchon a dit « Désormais, je vais exercer ma mission ailleurs ». Est-ce que vous estimez que sa succession est ouverte ou que vous ne pouvez pas vous passer de son talent et qu'il doit encore être candidat la prochaine fois? Ou si sa succession est ouverte, qui est le mieux placé? Est-ce que c'est vous qui êtes virtuellement le chef du parti
parti aujourd'hui. Et je précise que c'est vous qui avez été dans le bureau du président de la République cette semaine. Oui, mais bon, il y a une répartition des rôles qui est connue. Mathilde Panot est présidente du groupe parlementaire. Et vous êtes président et vous êtes chef coordinateur du mouvement. Non, mais d'abord, à quoi voudriez-vous qu'on succède ? Je veux dire, il n'y a pas de succession annoncée pour la raison que Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est plus parlementaire parce que c'est son choix, n'est pas à la retraite politique. Il a dit j'exercerai ma mission différemment. Bien sûr. Sous-entendu, je ne serai tout en restant aux avant-postes du combat. Oui, mais je ne serai plus candidat à Bien évidemment. Il va falloir donc différemment, c'est-à-dire une sorte de magistère intellectuel. Non. La question ne se pose pas pour une raison. C'est que la situation dans laquelle nous sommes, avec l'arrivée et le triplement des parlementaires de gauche, parce qu'en 2017, c'était 64 parlementaires, c'est beaucoup plus avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Tout cela est le fait de ce que Jean-Luc Mélenchon a en quelque sorte initié. C'est son score à la présidentielle, 22%, qui au lendemain permet de faire en sorte que cette nouvelle Union populaire se retrouve autour d'un programme de rupture et arrive en nombre, en première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez, on peut pas, après avoir réussi ça, disparaître, partir. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été son projet. Voilà, c'est juste, comme il le dit, un poste de combat qui va changer. Alors, mais évidemment qu'il reste au centre du dispositif. Je veux dire, on peut pas aujourd'hui se passer de sa parole compte tenu de ce qu'il pèse. Et il représente, il incarne cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Quatennens, il y a deux sujets que j'aimerais qu'on traite rapidement en fin d'émission, qui sont aussi des sujets brûlants d'actualité. C'est le Covid. Il y a un pic actuellement, on parle d'une 7e vague. Quelle est la position de la France insoumise ou de la NUP, je ne sais pas à quel titre vous parlez à ce micro, sur ce sujet-là? Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre le masque dans les transports publics, qu'il faut remettre des interdictions par-ci et par-là, ou bien on laisse les choses se faire, il faut accélérer la vaccination? Quelle est votre position à vous? Remettre le masque dans les transports publics, je laisse les scientifiques nous faire leurs recommandations. C'est pas la parole politique qui peut choisir de cela. Nous, on se base, pas de bataille politique là-dessus. On se base sur ce qu'il raconte et on verra bien ce que nous ferons. Donc, en revanche, donc confiance aux médecins. D'abord, en revanche, ce que je vois surtout, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous inquiétons spécialement de l'état de dégradation de notre système de santé. Monsieur Macron a fermé 17 900 lits à l'hôpital en 5 ans, et quand il annonce vouloir retourner à 3% de déficit, faire 80 milliards, même si monsieur Bruno Le Maire a dit 40 milliards... Il y a des problèmes structurels, vous savez bien, sur la santé, c'est les problèmes de recrutement, c'est les problèmes de manque de personnel qui datent depuis très longtemps, donc vous pouvez pas tout lui coller sur la peau. Ah bah pardon, mais en tout cas, je lui colle, si, Madame Fressos, 17 900 lits fermés à l'hôpital. Et d'ailleurs, je vais même le répéter une nouvelle fois. 17 900 lits fermés à l'hôpital en 5 ans. Ça n'est pas possible. On a 180 000 personnes, personnels de santé, qui ont quitté leurs fonctions ces derniers temps. Il faut un grand plan d'attractivité pour les faire revenir et les mettre en situation de travailler, par des augmentations de salaire, par des moyens humains supplémentaires. Il n'y a pas de l'aveuglement. Mais tout va bien, Françoise Fressos. Vous savez quoi? Allez à Bordeaux au CHU mardi, allez saluer les grévistes, et avec eux, vous irez dire que tout va bien. C'est pas comme ça qu'on résout le truc. Notre système de santé est à l'os, et il nous faut des recrutements, et il nous faut des sous pour les gens qui sont au bout. Allez, deuxième sujet, parce qu'on n'aura pas le temps. Et s'il ne s'est pas effondré, c'est parce que les fonctionnaires de ce pays ont tout tenu à bout de bras. Et donc, si l'épidémie repart... Attendez, qu'on dise un mot d'Ukraine. Adrien Quatennens, voilà. Le dernier point, vraiment, c'était... Oui, ça va vite. Hein. La ville de Severodonetsk est tombée, la ville de Lysychansk devrait tomber, des bombardements ont lieu sur Kiev aujourd'hui. Volodymyr Zelensky a réclamé plus de sanctions contre la Russie au G7 il a réclamé de la part du G7 et plus d'armes. Souhaitez-vous qu'on arme massivement l'Ukraine comme le demande le président Zelensky? Nous souhaitons aider l'Ukraine au maximum jusqu'au point, et ça n'est pas évident de l'évaluer, qui nous ferait basculer dans autre chose que personne ici, d'ailleurs personne nulle part ne peut souhaiter, qui serait la co-belligérance, qui nous ferait entrer en guerre. Vous êtes assez d'accord avec le président de la République? Je ne sais pas exactement où fixe ce seuil le président de la République. En tout cas, vous avez remarqué que depuis des mois, la France, c'est connu, livre des armes, notamment des armes défensives. Vous n'avez entendu aucun de nos responsables politiques s'y opposer. Par contre, de toujours mettre en état d'alerte. Nous ne devons pas mettre le doigt dans ce qui serait une généralisation de ce conflit qui est déjà désastreux. Et donc avoir des mesures qui nous permettent d'accroître la pression sur Vladimir Poutine pour qu'enfin il sorte d'Ukraine où il n'a depuis le début rien à faire. Nous l'avons dit dès les premières heures. Et l'une de ces mesures, j'en cite une, mais vous vous souvenez que nous avons parlé d'accroître la pression sur le pouvoir autour de Vladimir Poutine, les oligarques. Vous avez remarqué comme on n'en parle plus depuis un certain temps. Ça n'a pas été fait. Sur la Côte d'Azur,
Ici, en France, vous avez des biens qui devraient être saisis, qui devraient être confisqués pour isoler Vladimir Poutine de l'oligarchie qui l'entoure et qui maintient son pouvoir en place. De la même manière, je l'ai dit, Monsieur Macron, qui est jusqu'encore quelques jours, je crois, ça se termine, 1er juillet, président de l'Union européenne, aurait dû prendre des dispositions. Par exemple, c'est lui qui, un certain temps sur le secret des affaires, a fait retirer de la liste des paradis fiscaux un certain nombre de pays européens où se trouve pourtant le patrimoine des oligarques russes. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on va retenir de cette présidence, même sur le blocage des prix du carburant, il aurait pu faire quelque chose, il n'a rien fait. Donc il est attendu au tournant et on verra. On verra les prochains jours. Merci Adrien Quatennens d'avoir passé ce dimanche midi en notre compagnie. Merci Gilles, merci Françoise, merci Laurence, merci Jean-Philippe Ballas, Alexandre Gilardi à la technique, Élise Christophe, Florian Dorimini, Damien Sangali et Hélène Ginestous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions politiques.